Tout le monde ne naît pas avec une armure, mais tout le monde a l'opportunité de la forger. Le problème est que la plupart attendent que le coup arrive pour commencer à la construire. Et quand ils essaient de le faire, ils sont déjà à terre. La vie n'est pas un terrain d'entraînement confortable. C'est un colisée dans lequel tu entres tous les jours sans savoir ce qui va t'attaquer en premier. Tes peurs, tes excuses ou les opinions des autres. Et si tu entres sans préparation, peu importe combien tu te crois fort, tôt ou tard tu tomberas. Ici, tu n'entendras pas de promesses vides, ni de belles phrases pour te remonter le moral pendant un moment. Ce qui vient, ce sont des vérités qui dérangent, des principes qui blessent l'ego, mais qui, une fois appliqués, renforcent ton caractère jusqu'à le rendre inébranlable. Parce que les stoïciens l'avaient bien compris. Celui qui ne se discipline pas se détruit. Celui qui ne contrôle pas son esprit est contrôlé, et celui qui n'avance pas recule inévitablement. Si tu décides de rester, tu n'apprendras pas comment éviter la tempête, mais comment la traverser sans baisser la tête, avec le regard fixe et le pas ferme. Ce n'est pas un message pour survivre, c'est une invitation à devenir quelqu'un d'impossible à renverser. Parce que le monde ne s'arrêtera pas pour toi, et quand tu le comprendras, tu arrêteras de demander que les choses soient faciles, et tu commenceras à être plus fort que n'importe quelle difficulté. 1. Maîtrise ton esprit pour ne dépendre de personne. Un royaume ne s'effondre pas seulement lorsqu'une armée renverse ses murailles, il tombe souvent lorsque son dirigeant abandonne le trône et permet à d'autres de donner les ordres. Il en va de même pour ta vie lorsque tu ne contrôles pas ton esprit. Tu peux sembler fort, mais si tes pensées et émotions dépendent des autres, tu es un territoire gouverné par des mains étrangères. Les apparences sont trompeuses, car de l'extérieur tu peux sembler intact, mais à l'intérieur tu as déjà cédé le contrôle. La dépendance émotionnelle est comme une chaîne invisible que tu ne sens que lorsque tu essaies de bouger sans permission. Tu ne la remarques pas tant que tout semble bien, jusqu'à ce que quelqu'un s'éloigne, cesse de te prêter attention ou rompe une promesse. Alors, le poids de cette chaîne te fait couler. Lorsque tu confies ton bien-être à ce que les autres font ou ne font pas, tu vis dans des montagnes russes que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, ils te soulèvent avec un mot gentil. Demain, ils te coulent avec un geste froid. Cette instabilité consomme ton énergie et détruit peu à peu ton estime de soi. Les stoïciens le savaient, le véritable pouvoir n'est pas de changer les gens ou de contrôler les circonstances, mais de se gouverner soi-même. Ton esprit est le seul territoire qui t'appartient entièrement, et si tu le cèdes, tu perds tout. Le maîtriser signifie que ta paix ne dépend pas du temps, du succès immédiat ou de la présence de quelqu'un. Cela signifie que lorsque tout à l'extérieur vacille, à l'intérieur tu restes solide, inébranlable. Cette maîtrise n'apparaît pas par magie, elle se travaille avec discipline. La première étape est de surveiller ce que tu laisses entrer dans ta tête. Chaque pensée est une brique qui renforce ta forteresse ou une fissure qui l'affaiblit. Contrôler ton esprit, c'est apprendre à filtrer. Cela ne signifie pas te fermer au monde, mais choisir ce qui mérite de rester et ce qui doit partir avant qu'il ne t'épuise. Si tu ne fais pas ce filtre, n'importe quelle opinion étrangère pourra dévier ta route. Lorsque tu prends le contrôle, tu cesses de réagir comme un réflexe conditionné et tu commences à répondre avec intention. Tu ne cherches plus l'approbation comme un mendiant qui tend la main en espérant des miettes. Tu ne changes pas ton essence pour correspondre à des moules étrangers. Un rejet cesse d'être une menace, car ta valeur est définie par toi, pas par les fluctuations des gens. Et surtout, tu cesses de vendre ton intégrité pour un instant d'acceptation. Maîtriser ton esprit ne signifie pas vivre isolé, cela signifie vivre libre. Libre de décider qui entre dans ta vie sans craindre de te perdre s'il part. Libre de prendre des décisions fermes, même si elles dérangent. Libre d'avancer sans attendre la permission. Celui qui se gouverne ne supplie pas, ne s'arrête pas et ne cède pas le gouvernail de son destin. Si tu n'entraînes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour son propre bénéfice. Et c'est la pire des esclavages, celui qui ne se voit pas mais qui contrôle tout ce que tu es. C'est pourquoi, assieds-toi sur ton trône et prends les commandes.
Ce n'est que lorsque tu seras souverain de ton intérieur que tu seras le maître absolu de ta vie, et rien ni personne ne pourra te prendre ce qui compte vraiment. 2. Forge une paix que personne ne peut te voler. Certains pensent que la force se mesure à la hauteur de ton cri, à la rapidité de ta réponse ou à ton aptitude à t'imposer dans une discussion. En réalité, la véritable force réside dans celui qui peut garder son calme alors que tout autour de lui tente de le lui arracher. La paix intérieure n'est pas un luxe pour les temps tranquilles. C'est un bouclier dont tu as besoin les jours les plus durs. Sans elle, toute provocation t'entraîne, tout problème te brise et toute personne mal intentionnée peut te manipuler. L'erreur de beaucoup est de penser que ce calme signifie éviter les problèmes, s'éloigner de tout conflit ou vivre déconnecté. La paix dont parlaient les stoïciens est active. C'est la capacité d'entrer dans le chaos sans perdre de clarté mentale, de prendre des décisions lorsque tout le monde réagit avec panique, et de rester concentré sur ce qui compte sans laisser les émotions momentanées brouiller ton jugement. Imagine que ton esprit est une forteresse. Si ses murs sont bien construits, aucun mot, geste ou attaque ne pourra le renverser. Mais si ces murs sont fissurés, toute critique, commentaire ou imprévu deviendra une invasion. La paix intérieure est l'entretien constant de ses défenses. Surveiller ce qui entre, expulser ce qui ne sert pas et renforcer ce qui te rend plus stable. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des trahisons, se décrivait lui-même comme un rocher qui supporte les vagues sans bouger. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il comprenait que la stabilité mentale ne dépend pas de la tranquillité de la mer, mais de ta capacité à rester ferme pendant que les vagues frappent. Pour faire de cette paix ta plus grande force, tu dois d'abord accepter que le monde ne va pas s'adapter à toi. Il y aura des gens qui te provoqueront, des jours qui se passeront mal et des moments qui te sembleront injustes. Si ta tranquillité dépend du fait que rien de tout cela n'arrive, tu vivras coincé dans des montagnes russes émotionnelles. La solution n'est pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à marcher sous elle sans perdre le rythme. En pratique, cela signifie apprendre à faire une pause avant de réagir, écouter sans avoir besoin de répondre immédiatement, et décider à partir de la logique et non de l'impulsion. Cela signifie aussi arrêter de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne changent rien et ne pas absorber des problèmes qui ne sont pas les tiens. Chaque fois que tu choisis de rester serein plutôt que d'exploser, tu renforces ta muraille intérieure. Celui qui y parvient n'a pas besoin de fuir les défis. Il affronte les difficultés sans se fatiguer inutilement, ne donne pas son attention à des distractions qui cherchent seulement à le déstabiliser et ne se laisse pas entraîner par les émotions des autres. Son calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Dans un monde où tout le monde réagit à la moindre étincelle, celui qui conserve la paix a l'avantage. Parce que tandis que les autres se consument dans le bruit, lui continue d'avancer avec l'esprit clair et l'objectif intact. 3. Construis ta vie avec discipline, pas avec des excuses. Chaque matin, tu as 2 chemins, avancer ou inventer une raison pour rester où tu es. Il n'y a pas de pointe intermédiaire. La discipline consiste à choisir d'avancer, même lorsque ton corps demande du repos et que ton esprit cherche des excuses pour procrastiner. C'est la différence entre construire quelque chose qui dure et passer les années à parler de ce que tu feras un jour. Les excuses sont confortables parce qu'elles ne te demandent rien aujourd'hui, mais demain elles te coûtent cher. Elles te convainquent que tu as encore du temps, qu'il ne se passe rien si tu le laisses pour plus tard. Et le pire, c'est qu'elles se répètent jusqu'à ce que cela devienne ta façon de vivre. Les stoïciens l'ont bien compris. Il n'y a pas de moment parfait pour agir, seulement le moment présent. Et si tu le gaspilles, il ne revient pas. La discipline ne concerne pas les grands gestes, mais les petites décisions répétées avec constance. C'est tenir ce que tu as dit même lorsque la motivation disparaît. C'est te présenter même si personne ne le remarque. C'est travailler sans avoir besoin d'applaudissements, parce que tu comprends que la récompense n'est pas l'approbation des autres, mais la personne que tu deviens
en tenant ta parole. Vivre d'excuses est comme construire une maison sur du sable. Au début, cela semble stable, mais une tempête suffit pour tout faire s'écrouler. En revanche, la discipline est le fondement solide qui supporte les jours difficiles, les critiques et les échecs. Ce n'est pas une garantie que tout ira bien, mais c'est la garantie que quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer. En pratique, cela signifie établir des habitudes claires, éliminer les distractions et prendre le contrôle de ton temps. Tu n'attends pas de te sentir prêt, tu agis et tu te prépares en cours de route. Tu acceptes qu'il y aura des jours inconfortables, que la paresse apparaîtra, mais tu choisis de continuer, parce que tu comprends que chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu renforces l'identité de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu renforces l'identité de quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas rompre sa parole. Les stoïciens ne voyaient pas la discipline comme un fardeau, mais comme une liberté. Liberté de ne pas dépendre des circonstances, de la motivation passagère ou de l'approbation des autres. Quand tu es discipliné, ton progrès ne dépend pas de si le monde est en ta faveur, mais de ton engagement envers toi-même. Rompre avec les excuses exige une honnêteté brutale. Cela signifie reconnaître quand tu évites le travail et quand tu es vraiment épuisé. Cela signifie admettre que souvent ce n'est pas un manque de temps, mais de priorité. Et cela signifie avoir le courage d'agir, même si la peur, le doute ou la fatigue tentent de t'arrêter. Dans un monde plein de personnes qui abandonnent à la première difficulté, la discipline est un avantage compétitif. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Ce n'est pas du glamour, c'est de la constance. Ce n'est pas promettre, c'est accomplir. Ce n'est pas attendre le moment idéal, c'est le créer. Et si tu veux une vie qui vaut la peine, tu devras arrêter de te justifier et commencer à la construire un jour à la fois. 4. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La plupart des gens gaspillent plus d'énergie à essayer de maîtriser l'incontrôlable qu'à travailler sur ce qu'ils peuvent réellement changer. Ils se consument en imaginant des scénarios qui ne dépendent pas d'eux, en réagissant à ce que font ou disent les autres et en portant sur leurs épaules le poids de circonstances qu'ils ne pourront jamais bouger. Cette habitude non seulement épuise, mais paralyse aussi. La clarté et la force apparaissent au moment où tu décides de filtrer tes préoccupations et de te concentrer exclusivement sur ce qui est sous ton contrôle. Le monde ne se plie pas à ta volonté. Il y aura des trahisons, des changements de plans, des gens qui ne tiennent pas parole et des situations qui semblent injustes. Si chacun de ces événements a le pouvoir de te déstabiliser, tu vivras piégé dans un cycle interminable de frustration. Les stoïciens l'ont bien compris. Ce qui se passe en dehors de toi n'est pas toujours de ton ressort, mais ce que tu en fais l'est. C'est là la véritable liberté. Penser que tu peux tout contrôler est comme essayer d'arrêter la mer avec tes mains. Tu peux t'épuiser à lutter contre les vagues, mais tu finiras épuisé et sans résultat. La stratégie intelligente n'est pas de freiner le courant, mais d'apprendre à nager avec lui et de diriger ton effort vers la direction que tu veux prendre. Ce principe appliqué à la vie signifie investir ton énergie uniquement dans des actions qui dépendent de toi. En pratique, cela exige une question constante. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Si la réponse est non, on lâche prise. Non pas pour l'ignorer, mais pour te libérer d'un poids qui ne t'appartient pas. Et si la réponse est oui, alors on agit avec détermination et rapidité. Cette approche ne te rend pas passif, elle te rend sélectif. La différence est que chaque mouvement a un but réel et n'est pas gaspillé dans des batailles inutiles. Marc Aurèle a gouverné un empire en crise, et pourtant il ne passait pas ses journées à maudire le destin ou à exiger que tout soit comme il le voulait. Il utilisait son temps pour préparer ses troupes, renforcer ses villes, prendre des décisions stratégiques et maintenir le moral élevé.
Tout le reste, il l'acceptait sans résistance, parce qu'il comprenait que son contrôle avait une limite et que la franchir signifiait seulement perdre de la force. Vivre de cette manière exige de l'humilité et de la discipline. L'humilité pour reconnaître que tu n'es pas le centre de l'univers et qu'il y a des forces plus grandes que toi, et la discipline pour ne pas te laisser entraîner par le désir de tout contrôler. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, tu renforces ta capacité de concentration et ta résistance mentale. Celui qui maîtrise ce principe ne s'effondre pas face à l'imprévu et ne se laisse pas intoxiquer par les problèmes des autres. Il apprend à s'adapter sans perdre de direction, conserve de l'énergie pour ce qui compte vraiment et avance pendant que les autres restent coincés dans des plaintes et des suppositions. Dans un monde où tout le monde essaie de contrôler l'incontrôlable, celui qui se concentre sur son propre terrain devient plus fort, plus rapide et plus efficace. Parce que pendant que les autres luttent contre le vent, lui avance en construisant là où le vent ne peut pas toucher. 5. Aime et respecte sans perdre ton essence. Les racines profondes permettent à un arbre de résister aux tempêtes, mais si ces racines s'accrochent au mauvais sol, elles finissent par absorber du poison au lieu de se nourrir. C'est ainsi que fonctionne l'amour lorsqu'il est donné sans précaution. Tu peux tout donner, mais si tu le fais au détriment de toi-même, tôt ou tard, ce que tu ressens devient un fardeau. Aimer et respecter les autres ne signifie pas te dépouiller de ta propre identité, cela signifie rester ferme dans qui tu es, tout en partageant ce que tu as. Le problème est que beaucoup de gens confondent le don de soi avec la reddition. Ils pensent que pour maintenir une relation, qu'elle soit de couple, d'amitié ou familiale, ils doivent sacrifier leur voix, leurs limites et leurs rêves. Ils finissent par vivre pour soutenir l'image que l'autre veut voir, et dans le processus, ils se perdent eux-mêmes. Les stoïciens le savaient. Tu ne peux pas aimer de manière saine si tu ne restes pas entier, car un amour qui détruit ton essence n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Respecter les autres commence par te respecter toi-même. Cela signifie savoir quand dire oui et quand dire non sans culpabilité. Cela signifie soutenir, écouter et accompagner, mais sans te laisser entraîner dans des endroits que tu sais ne pas te convenir. Lorsque ton respect de toi-même est intact, ton amour devient plus authentique, parce qu'il ne naît pas de la peur de perdre, mais de la décision de donner. Préserver ton essence implique également d'accepter que tous ne vont pas répondre de la même manière. Tu peux donner de l'affection, du soutien et de la compréhension, et pourtant rencontrer de l'indifférence ou du rejet. C'est là que beaucoup se brisent, parce qu'ils ont placé leur valeur dans la réponse de l'autre. Si ton identité dépend de combien on te rend, tu vivras toujours au bord de la frustration. En revanche, lorsque ton essence est solide, ce que tu donnes n'est pas une monnaie d'échange, c'est un acte de volonté qui ne te laisse pas vide. En pratique, cela nécessite d'établir des limites claires. Les limites ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des portes que tu contrôles. Elles décident qui entre, qui reste et qui doit partir. Sans limite, n'importe qui peut traverser et occuper un espace qui ne lui appartient pas. Et lorsque cela se produit, ton énergie se disperse, ton moral s'épuise et ton identité se dilue. Les stoïciens n'évitaient pas les relations par peur de se perdre en elles, mais ils maintenaient une vigilance sur leur propre caractère. Marc Aurèle pouvait montrer de la compassion et de la fermeté en même temps, parce qu'il comprenait que aider ne signifiait pas se soumettre et que aimer ne signifiait pas céder sa dignité. Cette combinaison est celle qui transforme les relations en alliances et non en chaînes. Celui qui aime et respecte sans perdre son essence peut dire « je te soutiens » sans dire « je m'annule ». Il peut écouter les critiques sans se laisser définir par elles. Il peut offrir de l'aide sans assumer tout le fardeau de l'autre. Ce type d'amour ne s'effondre pas lorsque les circonstances changent, car il n'est pas construit sur le besoin d'être constamment validé. Dans un monde où beaucoup confondent l'amour avec le sacrifice total, préserver ton essence est un acte de courage. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle.
Parce que si tu te perds toi-même dans le processus d'aimer, le résultat ne sera pas une union saine, mais une dépendance déguisée. Et si tu conserves ta racine intacte, tu pourras donner sans te vider, car ta source restera tienne. 6. Marche avec assurance et laisse ta présence parler pour toi. Dans une salle pleine de bruit, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Non pas parce qu'il crie plus fort, mais parce que sa seule présence impose le respect. Cette force silencieuse ne s'improvise pas, elle se construit. C'est le résultat d'années de cohérence, de rester debout même quand il serait plus facile de céder et de ne pas négocier avec ce qui définit qui tu es. Marcher avec assurance, c'est se déplacer dans le monde avec la certitude que tu n'as rien à prouver à personne. Cela signifie que ta posture, ton regard et tes actions transmettent plus que n'importe quel discours. Les stoïciens comprenaient que le véritable poids d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle est capable de soutenir avec sa vie. Cette assurance ne doit pas être confondue avec l'arrogance. Il ne s'agit pas de regarder les autres de haut, mais de garder ton chemin clair, même lorsque l'environnement essaie de te détourner. Cela signifie que tu ne t'effondres pas face à la critique et que tu ne te gonfles pas face à la flatterie, car ta valeur ne dépend pas de l'opinion extérieure. Une présence solide naît de la congruence. Tu ne peux pas demander le respect si tes actes le contredisent. Tu ne peux pas exiger la confiance si tes décisions sont instables. Chaque pas que tu fais envoie un message, et si tes pas sont fermes, le message est clair. Je sais qui je suis, et je ne suis pas prêt à me trahir. En pratique, cela implique de traiter chaque interaction comme une opportunité de renforcer ton caractère. Parler quand c'est nécessaire, se taire quand tes actions peuvent en dire plus. Tenir tes promesses, même les petites, parce que les gens remarquent quand tes paroles ont du poids. Établir des limites claires, non pas pour éloigner tout le monde, mais pour protéger le terrain sur lequel tu restes fort. Les stoïciens cultivaient cette présence à travers la discipline quotidienne. Marc Aurèle n'imposait pas le respect seulement par son titre, mais par son exemple. Sa vie montrait que le véritable pouvoir n'a pas besoin de crier pour être entendu. Cette force silencieuse se gagne avec chaque décision que tu prends en privé, car la façon dont tu te conduis quand personne ne te voit est celle qui te permet de marcher la tête haute quand tout le monde te regarde. Marcher avec assurance signifie aussi résister à la tentation de réagir impulsivement. Dans un monde où beaucoup cherchent à provoquer, ta capacité à garder ton calme est un signe de maîtrise personnelle. Ce n'est pas que tu ne ressens pas de colère ou de frustration, c'est que tu ne permets pas à ces émotions de t'entraîner dans des comportements qui contredisent tes principes. Une présence forte est inconfortable pour ceux qui vivent d'apparence, car ils ne peuvent pas manipuler celui qui n'a pas besoin de leur approbation. C'est pourquoi, lorsque tu marches avec assurance, certains essaieront inévitablement de te minimiser ou de tester ton caractère. C'est là que ta constance devient ta meilleure défense. Tu n'as pas besoin de te justifier, ta façon de vivre est déjà ton argument. Dans un monde qui récompense le bruit et l'immédiat, la véritable autorité appartient à ceux qui peuvent entrer dans n'importe quel espace et être reconnus sans avoir à s'annoncer. C'est cette force qui laisse une trace, celle qui ne dépend pas du volume de ta voix, mais de la solidité de ton chemin. Parce qu'au final, peu importe combien de mots tu dis, si tes pas sont fermes, ta présence parlera pour toi bien plus que tu ne pourrais le dire. 7. Transforme chaque pas en une avancée vers vos objectifs. Chaque aube est une opportunité pour vous rapprocher de ce que vous voulez ou pour vous en éloigner. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous construisez, soit vous vous épuisez. La différence entre ceux qui arrivent et ceux qui restent derrière ne réside pas dans la vitesse, mais dans la direction. Vous pouvez marcher lentement, mais si chaque pas est aligné avec votre objectif, vous y arriverez. En revanche, si vous marchez rapidement dans la mauvaise direction, tout ce que vous réussirez à faire, c'est de vous perdre davantage. Le problème est que beaucoup de gens confondent activité et progrès. Ils remplissent leur journée de tâches, d'engagement et de distractions, se sentant productifs,
mais sans vraiment se rapprocher de ce qui compte. C'est comme ramer sans lâcher l'ancre. Tout cet effort reste au même endroit. Les stoïciens comprenaient que le temps est la ressource la plus précieuse et que le gaspiller en actions sans but est aussi destructeur que de ne rien faire. Transformer chaque pas en une réelle avancée exige d'avoir une carte claire. Il ne suffit pas de dire « je veux améliorer ma vie » car cela n'indique pas de direction. Vous devez définir exactement où vous vous dirigez, ce que signifie pour vous atteindre cet objectif et quelles actions concrètes vous y mèneront. Plus votre destination sera claire, plus il sera facile d'éviter les chemins qui vous éloignent. Cela nécessite également de la constance. Il ne sert à rien de donner un grand coup de pouce aujourd'hui et de vous arrêter demain. Le progrès se construit avec des pas réguliers, même lorsqu'il n'y a pas de résultat visible. Cette constance est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais chaque action correcte est un investissement qui portera ses fruits tôt ou tard. Pour appliquer ce principe, vous devez apprendre à filtrer. Demandez-vous avant d'agir. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon objectif? Si cela ne vous rapproche pas, éliminez-le ou réduisez-le. Cela ne signifie pas vivre dans un état de rigidité absolue, mais de prioriser ce qui compte vraiment. Dans la vie, tout a un coût, et chaque heure que vous investissez dans quelque chose d'irrélevant est une heure que vous ne consacrez pas à ce qui compte vraiment. Les stoïciens savaient que l'avancement ne se mesure pas seulement par le mouvement physique, mais par la qualité des décisions. Marc Aurèle, avec tout un empire à sa charge, savait que chaque décision devait contribuer au bien-être général, et non seulement à résoudre des problèmes momentanés. Cette approche à long terme est celle que nous devons appliquer à nos propres objectifs. Penser au-delà de la satisfaction immédiate et agir avec l'objectif final en vue. La tentation de dévier sera toujours là. Il y aura des distractions, des raccourcis et des moments où il semblera plus facile d'abandonner. C'est là qu'intervient la force mentale. Se rappeler pourquoi vous avez commencé et rester ferme, même si le chemin est long. Chaque pas doit avoir une intention. Même lorsque les circonstances ne sont pas idéales, l'avancement est possible si vous ajustez le rythme et la stratégie sans perdre de vue l'objectif. Au final, la différence entre avancer et simplement bouger réside dans votre approche. Celui qui comprend cela transforme son temps en progrès réel et son énergie en résultat concret. Chaque jour devient une pièce de construction et non un gaspillage d'efforts. Et lorsque vous regardez en arrière, vous voyez un chemin cohérent et non un labyrinthe de pas sans sens. Parce que progresser n'est pas une question de chance, c'est une décision que vous prenez à chaque pas que vous faites. 8. Vice sans craindre le regret. L'horloge ne s'arrête pas pour te donner le temps de décider. Chaque seconde qui passe devient du passé et chaque décision que tu repousses est une opportunité qui ne revient pas. Le regret n'apparaît pas soudainement. Il s'accumule comme la poussière sur un objet oublié, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, tu le vois couvert et tu te rends compte de tout ce que tu as cessé de faire. Vivre sans craindre le regret ne signifie pas agir de manière imprudente. Cela signifie comprendre que l'indécision et l'inaction sont des formes silencieuses d'abandon. Les stoïciens le savaient. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne pourras peut-être pas le faire demain. Et le plus douloureux n'est pas d'échouer, mais de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as jamais essayé. La peur du regret se déguise souvent en prudence. Tu te dis que ce n'est pas encore le moment ou que tu as besoin de plus de préparation. Mais au fond de toi, tu sais que c'est de la peur. Peur d'échouer, d'être jugé, de découvrir que ce n'est pas aussi facile que tu l'imaginais. Cette peur devient une ancre qui te lie à un endroit que tu ne veux pas, mais dont tu ne bouges pas. Vivre avec la conscience stoïcienne implique d'agir en sachant que tu n'as pas le contrôle total sur le résultat, mais bien sur l'action. Ce que tu décides de faire aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Ce que tu laisses pour plus tard n'est plus à toi. Tu n'as pas besoin de garantie pour bouger, juste la certitude que tu le fais avec intention et cohérence.
En pratique, cela signifie prendre des décisions avec courage et assumer les conséquences sans te lamenter sur ce qui n'est pas entre tes mains. Cela signifie arrêter d'attendre des conditions parfaites et commencer à créer les conditions avec ce que tu as. Parfois, avancer implique des risques, mais rester immobile apporte toujours le plus grand risque, la certitude de ne pas avoir essayé. Les stoïciens enseignaient à ne pas craindre l'échec parce qu'ils comprenaient que l'apprentissage est aussi une forme de victoire. Marc Aurèle, face à des décisions qui pouvaient changer le cours d'un empire, ne paralysait pas son action en attendant une sécurité inexistante. Il décidait avec les meilleures informations qu'il avait à ce moment-là et acceptait ensuite ce qui venait, sans se consumer en lamentations inutiles. Pour vivre sans craindre le regret, tu dois aussi accepter que tu ne pourras pas tout faire. Ce n'est pas une excuse pour ne pas agir, mais un appel à prioriser. Quand tu sais que le temps est limité, tu choisis avec plus de soin où tu mets ton énergie. Et ce que tu choisis, tu le fais sans réserve, pour ne pas regarder en arrière avec le sentiment de n'avoir donné que la moitié de ton effort. Le regret est combattu par la présence et l'action. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà passé, mais tu peux t'assurer que chaque décision que tu prends aujourd'hui a du sens pour toi. Si demain tu regardes en arrière et que tu vois des erreurs, qu'elles soient des erreurs commises pour avoir essayé et non pour être resté immobile, celui qui vit sans craindre le regret se déplace avec plus de liberté. Il n'attend pas l'approbation de tous, il ne repousse pas l'important pour l'urgent, et il ne laisse pas la peur du « qu'en dira-t-on » décider de son chemin. Il sait que chaque jour compte et que chaque pas, même ceux qui ne se passent pas comme prévu, le rapproche d'une vie qu'il peut regarder en face sans se cacher. Parce qu'à la fin, la question ne sera pas « qu'est-ce qui se serait passé si j'avais échoué ?» mais « qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé ?» Et vivre en paix avec la réponse à cette question est la plus grande victoire que tu peux te donner. 9. Poursuis tes rêves jusqu'à ouvrir la bonne porte. Toutes les portes ne s'ouvrent pas à la première tentative. Certaines semblent scellées, d'autres se ferment devant toi et quelques-unes ne montrent même pas s'il y a quelque chose derrière. La plupart des gens abandonnent après avoir frappé 2 ou 3 fois, convaincus que cela ne vaut pas la peine de continuer à insister. Mais ceux qui réussissent vraiment ce qu'ils cherchent savent que chaque tentative ratée n'est pas une fin, mais une partie du chemin pour trouver la bonne entrée. Poursuivre un rêve n'est pas suivre un élan passager. C'est s'engager dans une vision qui a du sens pour toi, même quand les autres ne la comprennent pas. C'est être prêt à entendre non encore et encore sans que cela te fasse abandonner. Les stoïciens l'ont compris. La constance n'est pas un acte de foi aveugle, mais la décision consciente de continuer à agir tout en adaptant ta stratégie jusqu'à ce que tu trouves l'opportunité qui s'aligne avec ta préparation. Le problème, c'est que beaucoup espèrent que le rêve leur sera présenté sans effort, comme s'il s'agissait d'un prix que le destin distribue au hasard. Et quand cela n'arrive pas, ils se contentent de moins, ils se résignent et appellent ensuite cette résignation réalisme. Mais le vrai réalisme est d'accepter que rien de grand ne se réalise sans effort soutenu, et que renoncer trop tôt, c'est s'assurer de vivre avec le doute de ce qui aurait pu être. En pratique, poursuivre un rêve implique 3 choses: clarté, patience et ajustement constant. Clarté pour savoir exactement ce que tu veux et pourquoi tu le veux, car si ton objectif est confus, n'importe quel obstacle te détournera. Patience pour comprendre que les résultats n'arrivent pas en ligne droite ni dans le temps que tu espères. Les stoïciens appliquaient cette philosophie à la guerre, au gouvernement et à leur vie personnelle. Il ne s'agissait pas de forcer la réalité à être comme ils le voulaient, mais de rester fermes dans leur objectif tout en adaptant le comment. Marc Aurèle pouvait changer les plans de bataille si la situation l'exigeait, mais il ne renonçait jamais à l'objectif final de protéger son empire. Poursuivre tes rêves signifie aussi accepter que tout le monde ne te suivra pas. Certains douteront de toi, d'autres te critiqueront et quelques-uns essaieront de te freiner. C'est là
que ta détermination devient ton bouclier. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde que tu es sur la bonne voie. Tu as besoin de continuer à avancer jusqu'à ce que les résultats parlent pour toi. Et quand tu trouveras enfin cette porte qui s'ouvre, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que tes pas, tes ajustements et ta résistance t'ont mené exactement là. Le succès ne se sentira pas comme un coup de chance, mais comme la conséquence naturelle de ne pas t'être arrêté. En conclusion, rappelle-toi ceci. Les bonnes portes sont rarement ouvertes au début. Si tu abandonnes à la première tentative, tu te condamnes à rester dans le couloir, à écouter les autres entrer. Mais si tu décides de continuer à frapper, à chercher et à t'adapter, viendra le moment où non seulement une porte s'ouvrira, mais tu te rendras compte que tout ce que tu as vécu auparavant t'a préparé à la franchir la tête haute. Ne reste pas les mains vides par peur du rejet. Poursuis tes rêves jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Parce qu'à la fin, la seule chose pire que d'échouer est de ne pas avoir osé essayer. C'est le message que tu dois retenir. La vie récompense ceux qui insistent, pas ceux qui attendent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, il est curieux de voir comment la trahison n'arrive pas toujours avec un cri. Parfois, elle se présente en chuchotement, dans des regards qui évitent le tien, dans des mots qui étaient sincères auparavant et qui sonnent maintenant vides. Ce sont de petits gestes qui, additionnés, te disent que quelque chose s'est brisé et que cela ne sera plus jamais pareil. Au début, le coup est sec, il brûle, parce que tu attendais de la loyauté et tu as reçu des poignards déguisés en sourires. Tu essaies de comprendre, tu cherches des explications, tu essaies même de te convaincre que c'était peut-être une erreur. Mais au fond, tu sais que ce n'était pas le cas. Avec le temps, tu comprends que rester là, essayer de réparer ce que l'autre a détruit sans remords, c'est continuer à donner les clés de ta paix à celui qui l'a déjà détruite une fois. C'est permettre que la blessure s'ouvre encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par t'habituer à la douleur comme si elle était normale, et ce n'est pas le cas. S'éloigner en silence après une trahison, c'est comme fermer un livre qui insiste pour te répéter la même page douloureuse. Tu ne le fais pas par haine, mais parce que ton histoire mérite de nouveaux chapitres. Tu ne cherches pas la vengeance, tu cherches le repos. Et ce repos n'arrive que lorsque tu t'éloignes, lorsque tu décides que ta dignité vaut plus que n'importe quelle excuse feinte ou promesse brisée. Si tu restes ici, tu découvriras comment transformer cette blessure en force, comment faire en sorte que ton silence pèse plus que n'importe quelle confrontation, et pourquoi parfois la réponse la plus percutante est de ne donner aucune. Parce qu'au final, partir sans bruit est la manière la plus élégante de montrer que ta valeur ne dépend pas de celui qui t'a trahi. 1. Retire-toi en silence avant de perdre ta paix. C'est comme marcher sur un vieux pont en écoutant le bois craquer sous tes pieds. Il ne se brise pas d'un coup, mais chaque pas te rappelle qu'à tout moment, il peut céder. Au début, tu fais confiance. Tu penses que si tu avances avec précaution, il viendra un moment où tout semblera à nouveau sûr. Mais il y a une vérité que tu ne peux ignorer. Certains ponts ne mènent plus nulle part. C'est ainsi lorsque tu restes avec des personnes ou dans des situations qui ne te procurent plus de paix, seulement de la tension. Tu sens que chaque jour, tu perds un peu de force en essayant de soutenir quelque chose qui est condamné à tomber, et c'est là que la décision de te retirer en silence devient ta bouée de sauvetage. Te retirer en silence avant de perdre ta paix n'est pas fuir. C'est reconnaître que ton bien-être ne peut être lié à la volonté des autres. Souvent, les gens confondent ton départ avec de la froideur, comme si tu ne te souciais pas de ce que tu laisses derrière toi. Mais en réalité, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'explications éternelles ni de discussions répétées pour te justifier. Le silence, dans ces cas, n'est pas vide, c'est protection. C'est choisir le calme au lieu de la guerre constante.
même si ce calme implique de laisser derrière toi des lieux et des personnes qui ont été importants un jour. Rester là où tu n'es plus le bienvenu, où tes limites sont ignorées, ou où ton énergie est consommée en excès, c'est comme continuer à boire dans un verre que tu sais empoisonné, en espérant qu'un jour il cesse de te nuire. Et le pire, c'est que souvent on se convainc que résister est un signe de force, alors qu'en réalité la véritable force est de partir à temps. Parce que te retirer ne signifie pas que tu ne peux pas affronter la situation. Cela signifie que tu sais quand cette bataille ne mérite ni ton énergie, ni ta santé mentale. Dans la philosophie stoïcienne, on enseigne que tu ne peux pas contrôler les autres, ni les circonstances extérieures, mais tu peux contrôler ta réaction et ta permanence. Rester dans un environnement qui consomme ta paix et choisir d'être prisonnier de quelque chose que tu pourrais lâcher. Te retirer, en revanche, c'est réclamer la clé de ta liberté. Il ne s'agit pas de tout couper de manière abrupte ou avec ressentiment, mais de partir avec la certitude que ta dignité et ton équilibre sont prioritaires. Et le plus important, c'est de le faire sans attendre de reconnaissance, sans que personne n'applaudisse ta décision, parce qu'il ne s'agit pas de montrer quoi que ce soit, il s'agit de vivre mieux. Le pratiquer dans la vie quotidienne signifie être attentif aux signaux, avant que la situation ne te pousse à la limite. Cela signifie remarquer quand une conversation devient une lutte constante, quand un lien qui était autrefois un soutien devient maintenant un poids, ou quand un travail commence à te voler plus d'énergie que tu ne peux en récupérer. C'est reconnaître que ta paix ne peut pas être un luxe que tu as seulement quand tout va bien, mais une priorité que tu défends même lorsque les autres ne la valorisent pas. Te retirer en silence est un exercice d'autocontrôle, car cela implique de résister à l'impulsion d'expliquer, de justifier ou de te défendre. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire, c'est que tu comprends que le dire serait gaspiller de l'énergie sur des oreilles qui ne veulent pas écouter. C'est l'application réelle du principe stoïcien de choisir tes batailles et de concentrer ton attention sur ce que tu peux contrôler. Tes pas, tes décisions et ton bien-être. Quand tu choisis de te retirer en silence, tu ne fermes pas la porte avec fracas. Tu marches vers un espace où tu peux respirer sans peur, où ton esprit peut se reposer et où ton cœur peut se reconstruire loin du bruit. Au début, on peut te traiter de froid, de distant ou d'égoïste, mais avec le temps, tu verras que ces étiquettes ne pèsent pas plus que la liberté de vivre en paix. Et cela, même si cela fait mal, sera toujours un signe de force, pas de faiblesse. 2. Établissez des limites sans donner d'explication. Imaginez que votre vie est une forteresse en haut d'une colline. De là, vous voyez arriver toutes sortes de personnes. Certaines apportent des offrandes, d'autres sont simplement curieuses et quelques-unes cachent des intentions secrètes. Si chaque fois que quelqu'un s'approche, vous deviez leur expliquer pourquoi la porte ne s'ouvre pas, vous dépenseriez plus d'énergie à justifier votre décision qu'à protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Un mur solide n'a pas besoin de faire des discours, il est simplement là, marquant clairement où se termine votre territoire et où commence celui des autres. Établir des limites sans donner d'explication est un acte de respect de soi que la plupart craignent de pratiquer par peur d'être jugés. On nous a appris à nous justifier pour éviter les conflits, comme si dire « non » sans plus était une faute d'éducation. Mais d'un point de vue stoïcien, ce besoin d'expliquer chaque décision n'est qu'une façon de chercher une validation externe. Et lorsque votre bien-être dépend de l'approbation des autres, vos limites deviennent faibles, faciles à abattre. Vos limites ne sont pas une attaque, elles sont une carte qui définit ce que vous êtes prêt à autoriser et ce que vous ne l'êtes pas. Elles n'ont pas besoin d'être défendues devant un tribunal, elles doivent être soutenues avec cohérence. Si chaque fois que vous dites non, vous vous sentez obligé de donner des raisons, vous ouvrez une porte pour que les autres discutent, négocient ou même manipulent votre décision. Le véritable pouvoir réside dans le fait de faire comprendre que votre non est suffisant, que votre silence n'est pas un vide,
mais une déclaration ferme que votre vie a des règles et que toutes ne sont pas ouvertes à la discussion. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à répondre avec sérénité à ceux qui insistent pour franchir vos lignes. Parfois, une phrase courte et directe suffira. Parfois, un simple changement d'attitude qui montre clairement que votre énergie n'est pas disponible pour certains comportements. Ce ne sera pas toujours facile, car il y aura ceux qui se sentiront offensés ou qui essayeront de vous faire sentir coupable. Mais c'est là que la force émotionnelle entre en jeu. Se rappeler qu'une limite n'est pas une punition, c'est un acte d'auto-soin. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler comment les autres réagissent à vos décisions, mais vous pouvez contrôler si vous leur permettez de perturber votre paix. Une limite claire, sans justification, est comme un phare. Elle n'oblige personne à s'éloigner, mais elle avertit où se trouve la côte pour que chacun décide s'il s'approche ou non. La différence est que vous ne courez plus après personne pour leur expliquer pourquoi cette lumière brille de cette façon. Avec le temps, vous découvrirez que ne pas donner d'explication libère une quantité immense d'énergie mentale. Vous ne vous épuisez plus à essayer de convaincre les autres que vos décisions sont correctes, parce que vous comprenez que la seule validation qui compte est la vôtre. Et même si certains le voient comme de la froideur, en réalité c'est de la maturité. Savoir que votre vie n'est pas un espace ouvert à tout le monde et que prendre soin de cet espace est votre responsabilité la plus importante. Établir des limites sans donner d'explication ne vous rend pas égoïste, cela vous rend conscient. Avec chaque non ferme et sans fioriture, vous renforcez les murs de votre forteresse intérieure et vous vous souvenez que vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde, mais pour vivre en paix avec vous-même. 3. Choisissez vos batailles avec sagesse. Un guerrier qui tente de combattre toutes les guerres finit par s'épuiser avant d'affronter celle qui compte vraiment. C'est comme si un boxeur montait sur le ring contre n'importe qui le défie, sans se soucier de savoir si le combat en vaut la peine ou si l'adversaire ne menace même pas son chemin. Il ne s'agit pas de peur, mais de stratégie. Dépenser des forces dans des combats inutiles ne fait que vous rendre vulnérable lorsque vient le moment de relever le véritable défi. Dans la vie, chaque jour apporte des conflits, des disputes et des provocations déguisées en occasion de se défendre ou de prouver quelque chose. Souvent, l'impulsion est de répondre à tout, de clarifier chaque malentendu, d'affronter chaque critique et de se battre pour chaque chose que vous considérez comme injuste. Cependant, les stoïciens enseignaient que tout ne mérite pas votre réponse, car votre temps et votre énergie sont limités. Un combat inutile est comme jeter de l'eau sur un feu qui ne menace pas votre maison. Vous perdez simplement des ressources sans rien gagner. Choisir vos batailles avec sagesse implique de vous arrêter avant de réagir et de vous demander si ce qui est devant vous mérite l'effort. Cela affectera-t-il votre vie dans une semaine, un mois ou un an? Cela me rapproche-t-il de mes objectifs ou m'en éloigne-t-il? Cela me renforce-t-il ou ne fait-il qu'alimenter mon ego? Si la réponse ne justifie pas l'effort, le meilleur coup est de vous retirer, non pas par lâcheté, mais parce que vous comprenez que votre paix vaut plus qu'une victoire vide. En pratique, cela signifie arrêter de vous engager dans des discussions qui ne mènent nulle part, ignorer les provocations qui ne cherchent qu'une réaction et ne pas passer des heures à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous écouter. Toutes les critiques n'ont pas besoin de réponse, toutes les injustices n'ont pas besoin de votre intervention et toutes les attaques ne méritent pas une contre-offensive. Parfois, votre silence et votre indifférence sont la manière la plus éloquente de montrer que vous n'êtes pas disponible pour perdre du temps. Le stoïcisme enseigne que la vie est brève et que votre énergie est l'un de vos biens les plus précieux. Chaque bataille que vous choisissez de mener doit être en accord avec vos principes et vos objectifs, et non avec le besoin de montrer de la force aux autres. La véritable maîtrise de soi ne réside pas dans le fait de réagir à tout, mais de savoir quand agir et quand se retirer. Il est important de comprendre que renoncer à un combat ne signifie pas accepter la défaite.
Au contraire, c'est décider que votre attention sera là où elle compte vraiment. Tout comme un général étudie le terrain avant d'attaquer, vous devez évaluer si cela vaut la peine de vous impliquer, car chaque affrontement laisse des traces. Il consomme du temps, de l'énergie émotionnelle, et dans de nombreux cas, il endommage des relations qu'il n'était peut-être pas nécessaire de rompre. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par apprendre à dire « je ne vais pas discuter de cela » ou à faire un pas en arrière lorsque vous percevez que le conflit n'a pas d'issue. Il ne s'agit pas d'éviter tous les problèmes, mais de choisir ceux où votre intervention peut apporter un changement réel et positif. Laissez les autres passer. Votre temps et votre paix sont trop précieux pour être offerts à n'importe quelle bataille qui se présente sur votre chemin. En fin de compte, choisir vos batailles avec sagesse est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Cela signifie que vous ne laissez pas les autres décider pour vous où, quand et avec qui vous dépenserez votre énergie. Et même si certains le voient comme du désintérêt ou de la froideur, c'est en réalité un acte de maturité et de maîtrise de soi. Car le véritable guerrier n'est pas celui qui se bat le plus, mais celui qui sait exactement quand et pourquoi brandir son épée. 4. Respire et ne réponds que lorsque cela en vaut la peine. Il y a des incendies qui s'éteignent d'eux-mêmes si on ne leur donne pas d'air. Tu peux t'approcher avec des seaux d'eau, dépenser ta force et ton temps à essayer de les contrôler. Mais si le feu est petit et ne menace pas l'essentiel, parfois le plus sage est simplement de le laisser s'éteindre de lui-même. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de provocations, de critiques et de commentaires qui apparaissent au quotidien. Ils ne grandissent que si tu leur donnes de l'oxygène, et cet oxygène est ton attention. Respirer avant de répondre est plus qu'une technique d'autocontrôle. C'est une déclaration silencieuse que tu ne seras pas esclave de tes impulsions. La plupart des discussions et des conflits sont alimentés par la réaction immédiate, par ce moment où la fierté veut parler avant la raison. Mais quand tu fais une pause, même de quelques secondes, tu donnes à l'esprit l'espace pour évaluer si la réponse vaut vraiment la peine. Et souvent, tu découvriras que non. La philosophie stoïcienne enseigne que la première victoire est sur soi-même. Contrôler sa langue et ses émotions avant de les lancer est l'une des formes les plus claires de force intérieure. Répondre au mauvais moment avec les mauvais mots peut allumer des feux que tu ne pourras pas éteindre facilement par la suite. En revanche, choisir de se taire ou de reporter la réponse te donne l'avantage de la clarté. Ce qui est dit calmement a généralement plus de poids que ce qui est crié avec colère. Dans la pratique quotidienne, cela signifie que tous les messages ne méritent pas d'être répondus immédiatement. Toutes les provocations dans une conversation ne nécessitent pas ta participation et toutes les critiques ne nécessitent pas une défense. Respirer est un filtre. Il t'aide à séparer ce qui est important de ce qui n'est que du bruit. Lorsque tu appliques ce principe, tu commences à remarquer que beaucoup de batailles se dissolvent d'elles-mêmes parce qu'elles ne trouvent personne pour les alimenter. Répondre seulement quand cela en vaut la peine implique également de reconnaître quand ton intervention peut apporter un changement positif et quand elle ne fera que prolonger le conflit. Si l'autre personne ne cherche pas à te comprendre, mais à gagner. Si l'atmosphère est chargée de tension et de fierté, la réponse la plus intelligente est probablement de garder le silence ou de la reporter jusqu'à ce que le calme revienne. Dans ces cas, tu n'évites pas le problème. Tu choisis le terrain et le moment où tes mots auront un véritable impact. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de distant ou de froid, mais quelqu'un qui sait mesurer la valeur de ses mots. Tout comme tu ne gaspillerais pas un outil fin sur une tâche sans importance, tu ne devrais pas gaspiller ton énergie verbale dans des conversations qui ne changent rien. Parfois, ton silence sera mal interprété comme un manque de caractère, mais avec le temps, on verra que c'était un signe d'autocontrôle et de maturité. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent ou font, mais nous contrôlons comment nous répondons. Et la respiration consciente est le pont entre l'impulsion et le choix.
Chaque fois que tu décides d'attendre, d'observer puis d'agir, tu renforces ce muscle interne qui empêche le monde extérieur de dicter ton état émotionnel. Au final, respirer et répondre seulement quand cela en vaut la peine est plus qu'une stratégie. C'est un bouclier contre l'usure inutile. Cela te permet d'investir ton énergie dans ce qui apporte réellement de la valeur et te protège de tomber dans le jeu de ceux qui cherchent seulement à voler ta paix. Parce que le calme n'est pas de la passivité, c'est le signe que tu as le contrôle. Et ce contrôle est la base pour que chaque mot que tu prononces ait le poids de quelqu'un qui ne réagit pas, mais qui décide. 5. Remplace la vengeance par le calme. La vengeance est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Au début, on a l'impression qu'elle soulage, qu'elle satisfait quelque chose en nous. Mais plus on en boit, plus on a soif, et plus elle nous consume de l'intérieur. C'est un piège déguisé en justice personnelle, un mirage qui promet de guérir les blessures, et qui en réalité les maintient ouvertes. Lorsque tu as été trahi, humilié ou blessé, l'esprit cherche un moyen d'équilibrer la balance. Mais la véritable justice n'est pas toujours dans le fait de rendre le coup, mais de ne pas laisser ce coup continuer à contrôler ta vie. Remplacer la vengeance par le calme ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni le justifier. Cela signifie que tu choisis de ne pas vivre piégé dans la spirale du ressentiment. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui contrôle ton esprit contrôle ta vie. Si tes pensées sont concentrées sur la façon de blesser l'autre, le pouvoir reste entre les mains de celui qui t'a fait du mal. En revanche, si tu décides d'investir ton énergie à te reconstruire, à te renforcer et à avancer, tu récupères ce pouvoir. Il ne s'agit pas de les battre, il s'agit de te battre toi-même. En pratique, cela signifie que chaque fois que tu es tenté de prouver que tu as raison ou de faire souffrir l'autre comme tu as souffert, tu te demandes si cela te donnera vraiment la paix. Souvent, même si tu gagnes cette bataille, le vide est toujours là. Parce que la vengeance ne comble pas, elle ne fait que retarder le moment de la guérison. Le calme, en revanche, est une victoire que personne ne peut te prendre, parce qu'il ne dépend pas du changement de l'autre, ni de la reconnaissance de son erreur. Il est important de comprendre que le calme n'est pas passivité ni indifférence, c'est de la force contrôlée. C'est comme une rivière qui, au lieu de déborder et de tout détruire sur son passage, coule avec direction et but. Ne pas réagir avec colère ne signifie pas que tu ne ressens pas de douleur ou de colère. Cela signifie que tu décides de ne pas te laisser gouverner par eux. Cette décision est ce qui sépare celui qui vit libre de celui qui vit enchaîné à un ennemi invisible. Dans la vie quotidienne, remplacer la vengeance par le calme se traduit par des actions concrètes. Ne pas répondre aux messages qui cherchent seulement à te provoquer, ne pas participer aux conversations où ton nom est utilisé pour t'attaquer, et surtout, ne pas permettre que tes objectifs tournent autour de prouver quelque chose à celui qui t'a blessé. Chaque pas que tu fais vers ton propre bien-être est un rappel que tu n'as pas besoin que l'autre perde pour que tu gagnes. Le stoïcisme le résume par une vérité simple. Ton esprit est ton royaume. Si tu remplis ce royaume de plans pour blesser, tu le transformes en un champ de bataille perpétuel. Si tu le remplis d'actions pour grandir, tu le transformes en un lieu sûr et fort. La vengeance peut te donner des minutes de satisfaction, mais le calme te donne des années de liberté. Avec le temps, ceux qui t'ont fait du mal remarqueront que non seulement tu as continué à avancer, mais tu l'as fait sans traîner leur poids avec toi. C'est la victoire la plus élégante. Non pas que l'autre tombe, mais que tu t'élèves sans avoir besoin de le voir tomber. Parce qu'au final, remplacer la vengeance par le calme n'est pas une faveur pour eux, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Et c'est un cadeau qui, une fois accepté, te permet de marcher plus léger, la tête haute, et avec la certitude que rien ni personne n'a le pouvoir de te ramener à la guerre que tu as déjà décidé d'abandonner. 6. Protège ton temps et ton espace sacré. Ton temps et ton espace sont comme une flamme allumée au milieu de la nuit. Si tu ne les protèges pas, n'importe qui peut s'approcher et l'éteindre sans même se rendre compte de sa valeur.
Au début, tu penses que tu peux maintenir la lumière allumée pour tout le monde, qu'il y aura toujours assez de feu à partager. Mais avec le temps, tu découvres que si tu ne le protèges pas, cette flamme s'éteint et il ne reste que l'obscurité. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit de comprendre qu'il y a des endroits en toi qui ne sont pas ouverts à tout le monde et que ton énergie est une ressource finie que tu dois gérer intelligemment. Protéger ton temps et ton espace sacré signifie reconnaître que tout et tout le monde ne méritent pas un accès illimité à ta vie. Le stoïcisme enseigne que ce que tu as de plus précieux, c'est ton esprit et ta capacité à décider comment tu utilises tes jours. Pourtant, beaucoup vivent comme si le temps était infini, offrant des heures et de l'attention à des personnes, des conversations et des activités qui n'apportent rien et qui même épuisent. Lorsque tu ne poses pas de limites, les autres apprennent à prendre sans demander la permission, et à la fin, c'est toi qui paies le prix. En pratique, cela implique d'apprendre à identifier ce qui est vraiment important pour ton bien-être. Cela peut être un moment de silence chaque matin, un endroit où tu te déconnectes de tout, ou simplement réserver du temps pour travailler sur tes objectifs sans interruption. Ce n'est pas toujours facile, car certains peuvent l'interpréter comme de la froideur ou du désintérêt, mais protéger ton espace n'est pas exclure, c'est prendre soin. C'est dire non à ce qui vole ta paix pour pouvoir dire oui à ce qui la nourrit vraiment. Cela signifie aussi être conscient de la façon dont tu utilises ton attention. Il ne suffit pas de s'éloigner physiquement de ce qui t'épuise, tu dois aussi lui fermer la porte mentalement. Il est inutile d'être dans un endroit calme si ton esprit reste pris dans des discussions passées, en vérifiant des messages ou en pensant à des personnes que tu as déjà décidé de laisser derrière toi. Protéger ton espace sacré est un acte complet, physique, mental et émotionnel. Le temps que tu gaspilles ne revient jamais. Chaque heure investie dans ce qui n'a pas d'importance est une heure de moins pour ce qui en a. Si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ta vie sans filtre, tu finis par vivre pour les autres et oublier ton propre chemin. Le stoïcisme le rend clair. Ta vie est à toi, et il n'y a pas de pire gaspillage que de la donner à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Dans la vie quotidienne, protéger ton temps et ton espace sacré peut se voir dans des actions simples mais puissantes. Éteindre le téléphone pour ne pas recevoir de messages pendant un moment de repos, refuser des invitations qui ne sont pas en accord avec tes priorités, ou même t'éloigner des personnes qui absorbent ton énergie avec des plaintes et des demandes constantes. Ce n'est pas être dur, c'est être responsable avec la ressource la plus limitée que tu as, ton temps de vie. Avec le temps, tu remarqueras que plus tu es jaloux de ton espace et de tes heures, plus ta clarté et ta force intérieure grandissent. Tu commences à filtrer ce qui entre dans ta vie, et cela te permet de la remplir seulement avec ce qui apporte vraiment de la valeur. Certains peuvent ne pas comprendre, mais ce n'est pas leur responsabilité de le comprendre, c'est la tienne de le défendre. Protéger ton temps et ton espace sacré est, en fin de compte, te protéger toi-même. C'est la décision consciente de ne pas laisser l'urgence des autres détruire ce qui est important pour toi. C'est garder la flamme de ta vie allumée pour qu'à la fin du chemin, tu n'aies pas à regretter de l'avoir laissé s'éteindre entre les mains de ceux qui n'ont jamais su en prendre soin. 7. Lâcher prise sans avoir besoin de dire au revoir. Certaines histoires s'évanouissent comme le brouillard à l'aube, sans fracas ni déclaration finale, jusqu'à ce qu'un jour vous vous rendiez compte qu'elles ne font plus partie de votre chemin. Il n'y a pas eu de dispute ni de clôture dramatique, juste un silence qui peu à peu a tout dit. C'est dans ces moments-là que vous apprenez qu'il n'est pas toujours nécessaire de prononcer un « au revoir » pour vous libérer. Parfois, le véritable adieu se produit en vous, sans que personne d'autre ne le remarque. Lâcher prise sans dire au revoir exige un niveau de conscience que peu osent maintenir. L'habitude, la peur d'être mal interprété ou le besoin de fermer chaque porte avec une explication nous enchaînent à des liens qui ont déjà accompli leur cycle. Mais s'accrocher à ce qui a perdu son sens, c'est comme porter un bagage vide qui ne fait que vous ralentir. Il ne progresse pas avec vous, mais il ne vous laisse pas non plus avancer légèrement.
Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales sources de souffrance. Si quelque chose n'apporte plus ni paix ni croissance, le lâcher sans mots est un acte de respect envers vous-même et envers ce qui a eu de la valeur à un moment donné. Parce que tout ne mérite pas une scène finale. Certains départs sont plus dignes lorsqu'ils se font en silence. Dans la vie quotidienne, cette pratique signifie laisser certains liens se diluer naturellement. Ne pas répondre aux messages qui cherchent seulement à rouvrir des blessures. Ne pas insister pour retrouver quelqu'un qui a déjà clairement indiqué qu'il n'a pas de place saine dans votre vie. Ne pas nourrir une connexion qui survit seulement par habitude. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'auto-soin. C'est rediriger votre énergie vers ce qui peut encore grandir, au lieu de continuer à arroser un terrain aride. Ce silence que vous décidez de maintenir n'est pas vide. C'est une frontière invisible qui protège votre paix. Lorsque vous cherchez à dire au revoir, vous le faites souvent dans l'espoir d'obtenir une clôture que l'autre personne n'est pas prête à vous donner. En lâchant prise sans mots, vous comprenez que la véritable clôture, c'est vous qui la créez, pas l'autre partie. Accepter cela, c'est vous aligner sur la nature du changement. Tout coule, tout se transforme, et rien qui a accompli son but n'a besoin de rester plus longtemps que nécessaire. Lâcher prise, sans avoir besoin de dire au revoir, n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. C'est la reconnaissance que vous n'avez pas besoin de témoins ni d'explications pour avancer, parce que votre chemin ne dépend de la validation de personne d'autre. Avec le temps, vous découvrirez que les adieux les plus sincères sont ceux qui ne sont jamais dits. Ceux où vous arrêtez simplement de regarder en arrière et continuer. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que vous avez compris que la vie continue et que la paix se construit dans le présent, pas dans la dernière conversation qui n'a jamais eu lieu. Lâcher prise sans dire au revoir, c'est la victoire silencieuse de celui qui choisit sa tranquillité au-dessus de toute clôture parfaite. 8. Fais de ton silence ta plus grande déclaration. Le silence, lorsqu'il est choisi et non imposé, a un pouvoir que les mots ne pourront jamais égaler. C'est comme la mer calme après une tempête. Elle n'a pas besoin d'annoncer qu'elle a retrouvé sa paix, elle la transmet simplement. Chaque vague douce qui atteint le rivage est un rappel que tout n'est pas répondu, tout n'est pas expliqué et tout ne mérite pas une réplique. Parfois, ce que tu ne dis pas en dit plus sur toi que n'importe quel discours. Faire de ton silence ta plus grande déclaration n'est pas te cacher ni fuir. C'est communiquer avec force sans gaspiller d'énergie sur ce qui ne changera pas. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur la façon dont les autres interprètent nos actions, mais nous avons le contrôle sur ce que nous décidons de projeter. Et lorsque tu choisis de ne pas entrer dans des discussions, de ne pas te défendre contre des attaques vaines ou de ne pas te justifier devant celui qui a déjà décidé de sa version, tu envoies un message clair. Tu ne permettras pas que ta paix soit monnaie d'échange. En pratique, ce type de silence est sélectif. Il ne s'agit pas de se taire en toutes circonstances, mais de choisir soigneusement quand parler et quand garder tes mots pour quelque chose qui construit vraiment. C'est rejeter l'urgence d'avoir le dernier mot parce que tu comprends que beaucoup de batailles sont gagnées avec calme, en laissant le temps et les faits parler pour toi. Le silence te donne une perspective. Il t'aide à voir clairement ce qui, au milieu d'une discussion, ne serait que couvert par le brouillard de l'orgueil et de la colère. Il est aussi un miroir. Il reflète à celui qui le reçoit son propre bruit, ses insécurités et son besoin de te provoquer. Et c'est là qu'il devient un outil puissant. Il ne te protège pas seulement, il expose ce que l'autre ne peut pas gérer. Celui qui attend que tu réagisses et qui n'obtient pas de réponse est obligé de se confronter à lui-même. Et toi, tu restes intact. Ton silence, dans ces cas, devient un mur qui n'a pas besoin de briques, parce qu'il est soutenu par ton autocontrôle. Mais ne nous leurrons pas, ce n'est pas toujours facile. L'impulsion de répondre, de clarifier, de te défendre peut être forte, surtout lorsque tu sais que tu as raison. Cependant, la véritable force n'est pas de le prouver,
mais de ne pas avoir besoin de le faire. C'est accepter que ta paix vaut plus que ton orgueil, et que le silence peut être le coup le plus précis, car il n'offre rien à quoi l'autre peut s'accrocher pour poursuivre le conflit. Conclure ce parcours des leçons stoïciennes par le retrait silencieux et te rappeler qu'il ne s'agit pas de froideur, de punition ou de vengeance. Il s'agit d'un choix conscient de vivre avec dignité, de ne pas donner ta paix à ceux qui ne savent pas en prendre soin et de comprendre que le véritable pouvoir n'est pas de gagner une confrontation, mais de ne pas en avoir besoin. Chaque retrait silencieux, chaque limite ferme, chaque bataille que tu choisis de ne pas combattre et chaque moment où tu changes la vengeance pour le calme est une pièce qui construit la version la plus forte et libre de toi. Et même si d'autres peuvent mal l'interpréter, ta vie ne consiste pas à répondre à leurs attentes, mais à honorer tes principes. Parce qu'à la fin, la plus grande victoire ne sera pas qu'ils reconnaissent que tu avais raison, mais que tu regardes en arrière et que tu vois que chaque pas que tu as fait t'a mené à un endroit plus serein, plus ferme et plus à toi. Que tu te souviennes que tu as été capable de partir sans bruit, mais avec toute la force de celui qui sait que son silence a tout dit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Pense à ceci. Ta vie est comme un bateau en pleine mer. Le ciel peut être calme maintenant, mais tôt ou tard, des vagues si hautes arriveront qu'elles menaceront de t'engloutir. Beaucoup, lorsque la tempête approche, courent pour renforcer les voiles, pour peindre le pont, pour faire semblant que tout est sous contrôle. Mais ils oublient l'essentiel. Si le gouvernail n'est pas solide et que le capitaine ne sait pas diriger, le bateau coule quand même. Ce capitaine, c'est toi. Et le gouvernail, c'est ton esprit. Si tu cherches des paroles douces qui caressent ton ego et te disent que tout s'arrangera tout seul, tu peux partir maintenant. Ici, tu ne trouveras pas de consolation vide, mais des vérités qui font parfois mal, mais qui forgent le caractère. Parce que le stoïcisme n'est pas un conte pour te calmer, c'est un outil pour te durcir, pour que tu puisses traverser n'importe quelle tempête sans perdre le cap ni la dignité. Si tu décides de rester, je vais te montrer 8 principes que tu n'apprendras pas dans un livre d'auto-assistance ordinaire. Des principes qui ne te donneront pas seulement la force de supporter les coups, mais de les transformer en carburant qui te mènera plus loin que tu ne le pensais possible. Quand tu auras fini, soit tu es plus fort, soit tu n'auras rien compris. 1. Maîtrise ton esprit avant d'essayer de dominer le monde. Maîtriser ton esprit avant d'essayer de dominer le monde, c'est comme allumer un feu au milieu d'une tempête. Dehors, le vent rugit avec force, la pluie frappe sans pitié et le froid essaie de te transpercer jusqu'aux os. Cependant, si tu réussis à allumer cette flamme et à la maintenir en vie, tu auras de la chaleur, de la lumière et une direction, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cette flamme, c'est ton esprit. Si tu n'apprends pas à le contrôler, n'importe quel coup l'éteindra et tu finiras par dépendre de la lumière et de la chaleur des autres pour avancer, perdant ainsi ton pouvoir le plus précieux, la capacité de décider comment vivre. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'un bruit constant, des nouvelles qui cherchent à manipuler les émotions, des réseaux sociaux remplis d'opinions qui rivalisent pour ton attention, des gens qui déchargent leur frustration sur quiconque est à proximité. Et si tu n'as pas de contrôle interne, ce bruit s'infiltre à l'intérieur et t'emporte comme un courant invisible. Un commentaire négatif, un échec inattendu, un malentendu. N'importe quelle étincelle peut allumer ta colère, ta peur ou ton anxiété, et dans cet état, tu prendras des décisions que tu regretteras plus tard. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les circonstances, mais de décider comment tu réagis face à elles. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. La seule chose que tu possèdes vraiment, ce sont tes pensées et tes actions. Tout le reste est hors de ton contrôle. C'est pourquoi, si tu cherches la force mentale, tu ne peux pas attendre que la vie soit facile pour être en paix. Tu dois t'entraîner comme un guerrier entraîne son épée, en pratiquant chaque jour, même quand il n'y a pas de bataille,
pour que, lorsque le conflit arrive, ton esprit reste ferme. Cela signifie apprendre à faire une pause avant de répondre, à réfléchir avant d'agir et à remettre en question le premier élan qui te pousse vers l'erreur. Ce n'est pas un processus rapide ni confortable, car ton esprit est habitué à obéir aux émotions comme si elles étaient des ordres, mais la discipline est ce qui le rééduque. Imagine que tu perds quelque chose de précieux, un travail, une relation ou une opportunité que tu attendais. La réaction automatique serait de tomber dans la frustration, de chercher des coupables ou même de te rendre. Mais si ton esprit est entraîné, tu feras un pas en arrière et te demanderas « Que puis-je faire maintenant qui ne dépend que de moi ?» Cette simple question est le début de ta liberté, car elle t'empêche de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et te concentre sur ce qui est en ton pouvoir. C'est la différence entre celui qui sombre dans la tempête et celui qui continue à naviguer. Maîtriser ton esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie comprendre chaque émotion, accepter qu'elle est là et décider quoi en faire. Tu ne peux pas empêcher la peur d'apparaître, mais tu peux éviter qu'elle te paralyse. Tu ne peux pas empêcher la colère d'apparaître, mais tu peux éviter qu'elle te rende aveugle. Si tu n'as pas le contrôle, tes émotions seront les maîtresses de ta vie. Si tu l'as, c'est toi qui décides de chaque pas. Et cette clarté est ce qui sépare ceux qui réagissent comme des feuilles emportées par le vent de ceux qui restent comme des arbres solides, peu importe la force de la tempête. Ton esprit est le centre de commandement de toute ta vie. Si tu le laisses en pilote automatique, n'importe quel événement externe pourra changer ton cap. Mais si tu prends le contrôle, tu pourras avancer même avec la mer contre toi. Avant d'essayer de changer le monde, avant de chercher à influencer l'extérieur, souviens-toi de ceci. Un homme ou une femme qui maîtrise son esprit est déjà invincible, car rien ni personne ne peut lui enlever le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Et là, dans ce domaine silencieux, invisible et absolu, commence la véritable liberté. 2. Apprends à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler est comme essayer d'attraper de l'eau avec tes mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et tout ce que tu réussis à faire, c'est de te retrouver les mains vides et épuisées. Pourtant, beaucoup de gens vivent ainsi. Ils investissent leur énergie à lutter contre l'inévitable, à essayer de changer ceux qui ne veulent pas changer, à prédire ce qui ne peut pas être prédit ou à arrêter ce qui est déjà en cours. Cette usure n'épuise pas seulement ton corps, mais elle brise ta paix intérieure, car tu seras toujours en lutte contre un ennemi invisible qui ne se rend jamais. Le stoïcisme enseigne que l'une des clés de la liberté personnelle est de distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas. C'est la célèbre dichotomie du contrôle. Si tu peux faire quelque chose, fais-le sans tarder. Si tu ne peux pas, lâche-le sans regret. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas, car notre ego déteste l'idée de ne pas avoir un contrôle absolu. Nous voulons que les gens agissent comme nous le pensons correct, que le monde soit juste selon nos règles, que les circonstances s'adaptent à nos désirs. Lorsque cela n'arrive pas, la frustration, la colère ou la tristesse surgissent, et nous entrons alors dans un cycle qui nous affaiblit. Imagine que le temps se met contre toi. Peut-être as-tu prévu un événement en plein air, mais la pluie arrive sans prévenir. Tu peux passer des heures à maudire le ciel, à blâmer la météo ou à te plaindre de ta malchance, mais rien de tout cela ne changera la réalité. L'intelligent est de t'adapter, de chercher un plan alternatif et de continuer à avancer. Cette capacité à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi est ce qui empêche la vie de te voler de l'énergie inutilement. Et cela s'applique à tout. Des relations qui ne fonctionnent plus, aux décisions que d'autres prennent et que tu ne peux pas renverser. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie rediriger ta force. Cela signifie arrêter de pousser une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur et commencer à chercher la bonne clé. C'est accepter que, aussi fort que tu le souhaites, tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, ni le passé, ni les circonstances extérieures.
La seule chose qui est toujours sous ton contrôle sont tes actes, ton attitude et la façon dont tu fais face à ce qui se passe. T'accrocher à l'incontrôlable est comme porter des pierres qui ne t'appartiennent pas. Le poids te ralentit et t'empêche d'avancer vers ce que tu peux vraiment construire. Quand tu apprends à lâcher prise, tu récupères ton temps, ton énergie et ton focus. Tu arrêtes de réagir à chaque provocation externe et tu commences à agir avec intention. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens plus efficace car tu choisis tes batailles. Les gens qui vivent en essayant de tout contrôler s'épuisent dans le trivial et négligeant l'essentiel. Celui qui sait lâcher prise, en revanche, dirige toute sa force vers ce qu'il peut déplacer. Et c'est là qu'il obtient des résultats réels. En pratique, ce principe nécessite une auto-observation constante. La prochaine fois que quelque chose te dérange ou te préoccupe, demande-toi, est-ce que c'est entre mes mains ou pas? Si la réponse est non, respire profondément, accepte la réalité et continue avec ce que tu peux faire. Il ne s'agit pas de froideur, mais d'intelligence émotionnelle et stratégique. Le monde est plein de personnes qui se brisent en essayant de contrôler l'incontrôlable, mais ceux qui savent lâcher prise marchent plus légers, plus libres et plus fermes. C'est la vraie victoire, ne pas gagner toutes les batailles, mais choisir seulement celles que tu peux combattre. 3. Transforme l'adversité en ton terrain d'entraînement. La vie est comme une salle de sport qui ne prévient pas quand la séance commence, ni quel type d'exercice tu devras faire. Un jour, elle te met un poids supplémentaire sur les épaules. Un autre jour, elle te force à courir en montée et parfois, sans prévenir, elle te renverse pour que tu apprennes à te relever. Cette salle de sport ne s'appelle pas hasard ni malchance. Elle s'appelle réalité. La plupart la détestent parce qu'elle exige des efforts. Mais ceux qui comprennent son but savent que chaque charge, chaque chute et chaque coup fait partie de l'entraînement qui les prépare à résister davantage et à briser leurs propres limites. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas un obstacle, mais la matière première pour forger le caractère. Un métal faible se plie au premier impact, mais l'acier se trempe avec le feu et les coups répétés. Il en va de même pour toi. Si tu fuis chaque difficulté en cherchant des raccourcis ou des zones de confort, tu resteras fragile. Mais si tu affrontes les problèmes comme un terrain d'entraînement, chaque défi devient une opportunité pour augmenter ta force mentale et ta résilience émotionnelle. Pense à n'importe quel moment de ta vie où tu as vraiment grandi. Ce n'était pas dans un instant confortable, mais au milieu d'une situation difficile qui t'a obligé à penser différemment, à t'adapter ou à t'efforcer plus que tu ne le pensais possible. Peut-être que c'était un échec qui t'a obligé à repenser ta stratégie, une perte qui t'a appris à valoriser l'essentiel ou un rejet qui t'a poussé à découvrir ta propre valeur. Ces moments ne sont pas des punitions, ce sont des leçons déguisées en problèmes. La différence entre celui qui reste brisé et celui qui se renforce réside dans la façon dont il décide d'interpréter ce qui lui arrive. L'erreur commune est de résister à l'inévitable. Vouloir que la vie soit une ligne droite sans courbe ni bosse est comme espérer qu'une rivière n'ait jamais de courant. Il ne s'agit pas de souhaiter les coups, mais d'être préparé pour eux et de les voir comme des exercices qui augmentent ta capacité. Lorsque tu t'entraînes avec des poids, au début ça fait mal et ça épuise, mais avec le temps, les muscles grandissent. Dans la vie, c'est pareil. Chaque fois que tu surmontes une difficulté, ta force intérieure s'étend. La clé est dans l'état d'esprit. Face à un problème, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question change la perspective de victime à celle d'apprenant. Et lorsque tu assumes que l'adversité fait partie de ta préparation, tu arrêtes de te battre contre elle et tu commences à travailler avec elle. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui se durcit. En pratique, cela signifie ne pas gaspiller les moments difficiles en plainte ou en auto-apitoiement. Si tu perds un travail, utilise le temps pour développer de nouvelles compétences. Si tu fais face à une trahison, renforce tes limites et ton jugement pour choisir en qui avoir confiance. Si tu traverses une crise personnelle,
Transforme-la en un élan pour redéfinir ce qui compte vraiment. Chaque difficulté est un exercice, et plus tu y fais face, plus tu seras préparé pour le suivant. L'adversité ne cessera pas d'arriver. Tu n'as pas le contrôle sur quand ni comment, mais tu as le contrôle sur la façon dont tu l'affrontes. Si tu la vois comme un ennemi, elle t'épuisera. Si tu la vois comme un maître, elle t'entraînera. À la fin, la vie ne mesure pas ta force par les jours tranquilles que tu as vécus, mais par les tempêtes que tu as été capable de traverser sans perdre le cap. C'est l'essence d'un véritable entraînement stoïcien. 4. Vis avec moins pour gagner plus de liberté. Vivre avec moins, c'est comme larguer du lest en plein vol. Un avion peut avoir le moteur le plus puissant, mais s'il porte trop de poids, il n'atteindra ni l'altitude ni la distance. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Plus tu accumules des choses inutiles, plus il est difficile d'avancer. Il ne s'agit pas seulement de matériel, mais aussi de l'excès d'engagement, de distraction et de bruit mental qui consomment ton énergie. La société nous a appris à croire que plus est toujours mieux, mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté commence lorsque tu apprends à différencier l'essentiel du superflu. Dans un monde où la valeur semble se mesurer par ce que tu possèdes, choisir de vivre avec moins est un acte de rébellion consciente. Cela ne signifie pas vivre dans le manque, mais vivre avec intention. C'est comprendre que chaque objet que tu possèdes nécessite de l'espace, du temps et de l'énergie pour le maintenir, et que chaque minute investie dans le superflu est une minute volée à ce qui compte vraiment. Lorsque tu choisis de simplifier, tu cesses d'être l'esclave de tes propres possessions et tu commences à utiliser tes ressources pour ce qui te motive vraiment. Imagine que tu marches sur un long sentier escarpé avec un énorme sac à dos sur le dos. Au début, tu penses que tu as besoin de tout ce que tu portes, mais au fur et à mesure que tu avances, le poids commence à t'épuiser. À la fin, tu découvres qu'une grande partie de ce que tu portes n'est pas indispensable. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, épuisés par le soutien des choses, des relations ou des habitudes qui n'apportent pas de valeur. Le minimalisme stoïcien n'est pas de vider ta vie de tout, c'est de ne garder que ce qui te renforce. Le stoïcisme enseigne que celui qui dépend de trop de choses pour se sentir bien vit enchaîné. Si ton bonheur dépend d'un style de vie qui exige de maintenir des revenus très élevés ou d'impressionner les autres, tu seras toujours sous pression. Vivre avec moins, c'est te libérer de ce piège. Cela signifie pouvoir prendre des décisions sans la peur constante de perdre ce que tu as, parce que ce que tu as est déjà suffisant. C'est arrêter de courir après ce dont tu n'as pas besoin pour commencer à marcher vers ce qui te donne vraiment du sens. Cela s'applique aussi à ton agenda et à ton esprit. Te remplir d'activités insignifiantes est aussi dangereux que d'accumuler des objets inutiles. Plus tu libères d'espace mental, plus tu as de clarté pour décider. Tu ne peux pas entendre ta propre voix si tu es constamment entouré de bruit externe. Réduire l'excès te donne le luxe le plus cher de tous, du temps et de l'énergie pour toi. En pratique, vivre avec moins nécessite de faire l'inventaire de tout ce qui fait partie de ta vie. Demande-toi, est-ce que cela me sert ou me contrôle? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Chaque fois que tu élimines l'inutile, tu gagnes un peu plus de liberté. Et le plus important, tu découvres que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais pour vivre en paix. La liberté n'est pas d'avoir tout, c'est de ne pas avoir besoin de tout. Lorsque tu choisis la simplicité, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes en mobilité pour t'adapter aux changements, tu gagnes en indépendance par rapport à l'opinion des autres et tu gagnes en force pour te concentrer sur ce qui te nourrit vraiment. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'accumuler plus, mais de porter moins pour aller plus loin. Et c'est l'une des décisions les plus puissantes que tu peux prendre si tu cherches une vie avec un but et sans chaîne. Et 5. Libérez-vous de la dépendance au matériel et au superficiel. S'accrocher au matériel et au superficiel est comme construire un château de sable trop près du rivage. Au début, il semble imposant, frappant et digne d'admiration, mais une seule vague suffit pour tout faire s'effondrer.
C'est ainsi la vie lorsque vous mettez votre valeur dans ce que vous possédez ou dans l'image que vous projetez. Tout cela peut disparaître en un instant, et si votre identité en dépend, vous vous retrouvez sans sol sous les pieds. Le véritable pouvoir réside dans le fait que rien d'extérieur ne peut définir qui vous êtes, ni déterminer votre paix. Nous vivons dans une société qui glorifie les apparences et mesure le succès par l'accumulation. On nous bombarde avec l'idée que nous valons plus si nous avons plus. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à courir une course sans fin pour impressionner les autres. Le problème est que cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Il y aura toujours quelqu'un avec plus, il y aura toujours un nouveau standard, il y aura toujours quelque chose que vous pensez avoir besoin pour vous sentir suffisant. Et ainsi, vous restez coincé dans un cycle de constante insatisfaction. Le stoïcisme brise ce modèle en vous apprenant à séparer ce que vous êtes de ce que vous avez. Il n'y a rien de mal à profiter du matériel, mais en faire le pilier de votre bien-être, c'est vous condamner à l'instabilité. Les choses peuvent être perdues, brisées ou remplacées. La beauté physique peut changer, l'attention des autres peut s'estomper. Si votre valeur dépend de cela, vous vivez à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Mais si votre valeur vient de l'intérieur, vous êtes libre, même lorsque vous n'avez rien à montrer. Imaginez que vous perdez du jour au lendemain tout ce que vous possédez actuellement. Votre argent, vos objets, votre statut social. La question est, vous respecteriez-vous toujours? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas le contrôle. Les choses l'ont. La dépendance au matériel est une chaîne invisible qui limite vos décisions. Il y a des gens qui ne changent pas de vie parce qu'ils craignent de perdre leur confort, qui tolèrent des relations nuisibles parce qu'ils ne veulent pas perdre une position, qui acceptent des emplois qu'ils détestent parce qu'ils ne peuvent pas lâcher le salaire. Ce n'est pas un style de vie, c'est une prison déguisée. Se libérer de cette dépendance ne signifie pas vivre dans le manque, mais comprendre que le matériel est une ressource, pas un fondement. C'est apprendre à profiter sans s'attacher et à lâcher prise sans sentir que vous perdez une partie de vous-même. Lorsque la richesse ou l'approbation sociale cesse de dicter votre valeur, vous reprenez le contrôle de vos choix. Vous pouvez changer de cap sans peur, vous pouvez prendre des risques sans sentir que votre monde s'effondre, vous pouvez dire non sans craindre les conséquences externes. Dans le superficiel, le piège est similaire. L'obsession de l'apparence et de la validation externe fait que vous vivez en jouant pour un public invisible. Vous changez votre façon de parler, vos décisions et même vos principes pour vous intégrer ou recevoir l'approbation. Le problème est que cette acceptation n'est jamais réelle. Elle est empruntée et conditionnelle. Lorsque vous vivez pour impressionner, vous sacrifiez votre authenticité et vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. Le véritable respect arrive lorsque vous êtes cohérent avec vous-même, même si cela signifie décevoir les autres. En pratique, se libérer du matériel et du superficiel implique un changement de perspective. Arrêtez de demander « que penseront-ils si… » et commencez à vous demander « cela me fait-il grandir, me donne-t-il la paix, me rapproche-t-il de qui je veux être ?» Chaque fois que vous choisissez à partir de cette question, vous brisez une partie de la chaîne. La liberté arrive lorsque votre valeur ne dépend de rien qui puisse être perdu. C'est l'état dans lequel, même si les vagues effacent votre château de sable, vous restez debout. Parce que votre force est construite à l'intérieur où aucune marée ne peut l'atteindre. 6. Cultivez la gratitude comme une habitude quotidienne. La gratitude est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Elle ne fait pas disparaître l'obscurité du monde, mais elle éclaire suffisamment pour que vous puissiez vous déplacer sans trébucher. Il y a des gens qui passent leur vie à attendre que la lumière revienne d'elle-même, sans se rendre compte qu'ils peuvent allumer leur propre lampe de poche chaque jour. Cette lampe de poche est la gratitude, et plus vous l'utilisez, plus votre chemin devient clair, même lorsque rien ne semble parfait. Le problème est que nous vivons dans une culture qui entraîne l'esprit à se concentrer sur ce qui manque. On nous apprend à mesurer la vie par ce que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas encore atteint ou parce que d'autres semblent avoir en excès.
Cela crée un état constant de manque mental, même si vous êtes entouré de choses dont vous avez déjà rêvé. Le stoïcisme, en revanche, propose un entraînement inverse. Apprendre à reconnaître ce que vous avez déjà avant de désirer plus. Non pas comme un conformisme vide, mais comme un exercice de lucidité qui vous donne la force de continuer à avancer sans tomber dans le désespoir. Imaginez que chaque jour, vous recevez une quantité limitée d'énergie mentale. Si vous la dépensez en vous lamentant sur ce qui n'est pas là, vous la perdez. Mais si vous l'investissez pour voir ce que vous avez, vous rechargez votre résilience émotionnelle et votre clarté. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais d'équilibrer votre regard pour ne pas déformer votre perception. Une journée difficile peut vous faire tomber si vous ne regardez que ce qui a mal tourné, mais elle peut vous renforcer si vous regardez aussi ce que vous avez réussi à résister, les personnes qui vous ont soutenu ou les leçons que vous avez apprises. L'entraînement à la gratitude n'est pas spontané, il nécessite une pratique consciente. Comme un muscle, si vous ne l'exercez pas, il s'affaiblit. Les stoïciens recommandaient de consacrer un moment de la journée à réfléchir à ce que vous avez et que vous pourriez perdre, non pas comme une pensée pessimiste, mais pour apprécier ce qui semble commun aujourd'hui. Des choses aussi simples que respirer sans difficulté, avoir un endroit où dormir ou partager une conversation sincère sont des raisons qui, lorsqu'elles sont reconnues, changent votre état mental. Un exercice pratique consiste à noter chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il ne s'agit pas nécessairement de grands accomplissements ou de moments extraordinaires. Cela peut être des détails mineurs, comme un geste aimable, un moment de calme ou un bon repas. Cette habitude entraîne votre esprit à chercher activement le positif, même dans les jours chaotiques. Et plus vous la pratiquez, plus elle devient rapidement un réflexe automatique qui contrebalance la négativité. La gratitude est aussi un antidote à la comparaison. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, vous arrêtez de regarder constamment ce que les autres montrent. Vous n'avez pas besoin de concourir pour une validation externe parce que vous reconnaissez votre propre valeur et vos propres ressources. Cela vous donne une stabilité qui ne dépend pas de circonstances changeantes. Même en période de perte, la gratitude vous rappelle que vous avez encore quelque chose avec lequel continuer à construire. En fin de compte, entraîner la gratitude, c'est entraîner votre capacité à vivre le présent avec clarté et force. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous voulez améliorer, mais de ne pas laisser le manque de quelque chose voler votre paix actuelle. Celui qui entraîne la gratitude apprend à trouver la lumière dans l'obscurité, et cela lui donne un avantage qui ne peut être acheté ni imité. La capacité de rester debout et avec l'esprit ferme, même lorsque le reste du monde se laisse emporter par ce qui manque. Parce qu'au final, ce n'est pas le plus fort qui a le plus, mais celui qui sait le mieux apprécier ce qu'il a déjà entre ses mains. 7. Trouve de la beauté et du sens même dans le quotidien. Chercher de la beauté et du sens uniquement dans les grands moments, c'est comme attendre qu'un jardin fleurisse une fois par an et vivre le reste du temps en ignorant que les feuilles, le vent et la lumière changent chaque jour. Celui qui ne regarde que l'extraordinaire manque la richesse de ce qui se passe en silence. Le monde ne te donnera pas toujours des paysages éblouissants ou des moments mémorables, mais toujours, même dans le plus routinier, il y a quelque chose qui peut éveiller en toi l'émerveillement, le calme ou la gratitude si tu sais observer. La plupart des gens vivent pris dans la hâte, marchant à travers la vie comme si elle était un couloir étroit vers un futur imaginé. Ils ne regardent pas sur les côtés parce qu'ils croient que l'important est plus loin. Et ainsi, ils laissent passer les petits moments qui donnent de la texture à l'existence. Le stoïcisme enseigne que chaque instant a de la valeur en lui-même, qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un grand événement pour ressentir la plénitude. En fait, si tu n'apprends pas à trouver de la beauté dans le quotidien, quand l'extraordinaire arrivera, tu ne sauras pas non plus l'apprécier. Pense à la première fois que tu as réussi quelque chose que tu fais aujourd'hui automatiquement. Peut-être conduire un véhicule, préparer un plat, lire un livre sans difficulté. À l'époque, cela t'a rempli de fierté ou d'émotion. Maintenant, par habitude, tu le prends pour acquis.
La vie est pleine de ces réalisations invisibles, de ces instants qui perdent leur éclat parce que nous cessons de les regarder. Récupérer ce regard conscient, c'est retrouver la capacité de voir du sens dans chaque jour. Trouver de la beauté dans le quotidien, ce n'est pas vivre dans une illusion ni tout romantiser. C'est affiner ta perception pour ne pas gaspiller ce que tu as déjà devant toi. Cela peut être un lever de soleil vu de ta fenêtre, une conversation sincère avec quelqu'un, l'arôme du café qui t'accompagne chaque matin, ou même la sensation de repos après une journée épuisante. Ces détails, bien que simples, ont un pouvoir que nous sous-estimons. Ils nous rappellent que nous sommes vivants et que tout n'est pas dans notre tête ni dans nos préoccupations. Le sens, quant à lui, n'est pas toujours dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tu le fais. Un travail répétitif peut être un tourment si tu le vois comme un fardeau, ou peut-être un entraînement à la discipline si tu l'assumes avec conscience. Une tâche quotidienne peut être une corvée ou une occasion de pratiquer la patience. Changer la façon dont tu perçois ce que tu vis est l'un des outils les plus puissants pour maintenir la paix intérieure, car tu n'as pas besoin d'attendre que tout change à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur. En pratique, cela nécessite de désactiver le pilote automatique. Prends quelques secondes pour respirer profondément, pour remarquer ce que tu vois, entends et ressens. Pour entraîner ton esprit à ne pas sauter de souci en souci sans prendre le temps de reconnaître ce qui est déjà bon. Même dans les jours difficiles, il y a des éléments de beauté qui peuvent te soutenir si tu décides de les chercher. Ils ne peuvent peut-être pas effacer le problème, mais ils empêchent que le problème te dévore complètement. La beauté et le sens dans le quotidien sont des ancres. Quand le monde semble incertain, ce sont ces petits points d'appui qui te maintiennent stable. Et bien qu'ils semblent simples, avec le temps, ils deviennent le fondement d'une vie plus épanouie. Car celui qui apprend à trouver de la valeur dans l'ordinaire ne dépend pas de l'extraordinaire pour se sentir vivant. Il vit chaque jour avec la certitude que même dans la routine la plus simple, il y a quelque chose qui mérite d'être vu, apprécié et gardé comme un rappel que tout ce qui a de la valeur ne fait pas de bruit. 8. Protège ta paix intérieure comme ta plus grande richesse. Ta paix intérieure est comme une source d'eau pure au milieu du désert. Si tu ne la protèges pas, d'autres viendront, boiront sans mesure et troubleront l'eau jusqu'à la rendre méconnaissable. Beaucoup vivent comme si leur paix était une ressource infinie, permettant à toute situation, personne ou problème d'avoir un accès libre à leur état émotionnel. Le résultat est qu'ils passent leur journée épuisés, irritables et sans énergie, comme s'ils payaient un prix invisible pour tout ce qu'ils laissent entrer sans filtre. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure n'est pas un cadeau du monde, mais une construction personnelle qui nécessite une vigilance constante. Tu ne peux pas empêcher le bruit à l'extérieur, mais tu peux décider si ce bruit entre en toi. Cela ne signifie pas s'isoler de tout, mais apprendre à établir des limites claires avec les personnes, les situations et même tes propres pensées. La paix se protège lorsque tu choisis tes batailles, lorsque tu sais dire non sans culpabilité et lorsque tu ne permets pas à ce qui est hors de ton contrôle de gouverner ton intérieur. Imagine ton esprit comme une forteresse. Si les portes sont toujours ouvertes, n'importe qui peut entrer avec de la poussière, des déchets ou du chaos. Mais si tu places des gardes, tu décides qui et quoi peut accéder. Dans la vie quotidienne, ces gardes sont tes limites, ton autocontrôle et ta capacité à t'éloigner de ce qui te fatigue. Tu n'as pas toujours à expliquer tes décisions, parce que protéger ta paix n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité envers toi-même. Sans paix, tout autre objectif perd son sens. La paix intérieure est aussi ta force pour résister aux tempêtes. Il ne s'agit pas de ne rien laisser t'affecter, mais de ne rien te laisser emporter au-delà du nécessaire. Celui qui se désespère à chaque difficulté perd sa clarté et son énergie, mais celui qui garde son calme conserve sa capacité à agir intelligemment. Et cela, en temps de crise, est ce qui fait la différence entre couler ou rester à flot. Dans la vie quotidienne, protéger ta paix peut signifier arrêter de répondre aux provocations, réduire le temps que tu passes exposé aux nouvelles qui ne génèrent que de l'anxiété, ou t'éloigner des conversations qui ne mènent à rien.
Cela peut signifier renoncer à gagner chaque discussion pour gagner en tranquillité, ou accepter que tout le monde ne comprendra pas tes décisions. Tu n'as pas à laisser chaque opinion extérieure perturber ta stabilité. Ce principe est lié à tous les précédents, car pour maîtriser ton esprit, lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, utiliser l'adversité comme entraînement, vivre avec moins, te libérer du superficiel, pratiquer la gratitude et trouver un sens dans le quotidien, tu as besoin d'un terrain stable où tout cela peut grandir. Ce terrain est ta paix intérieure. Si tu la perds, tout progrès vacille. Mais si tu la maintiens, même dans les jours sombres, tu auras la clarté pour avancer sans te perdre. Et voici le message final. Tu peux perdre beaucoup de choses dans la vie et les récupérer. Mais si tu perds ta paix intérieure et que tu n'apprends pas à la protéger, tout le reste sera fragile. Ton esprit, tes décisions et ton bien-être dépendent de la préservation de ce centre intact. Le monde ne cessera pas de faire pression, mais tu peux choisir comment tu réagis. Ce choix, fait encore et encore, est ce qui fait de toi une personne véritablement libre et forte. Parce qu'au final, la véritable victoire n'est pas de conquérir l'extérieur, mais de conquérir ton propre intérieur et de ne jamais le lâcher. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,